Donc révision sur les chapitres de réaction de combustion et de la statique des fluides. Alors tout d'abord, réaction de combustion. Alors il y a deux types de combustion, ce qu'on appelle des combustions complètes et des combustions incomplètes. Alors une combustion complète, qu'est-ce que c'est? C'est généralement un combustible qu'on a ici. Donc les combustibles qu'on aura à étudier en première, c'est uniquement les alcanes et les alcools. Et donc ce combustible va réagir avec un comburant. Le comburant, c'est le dioxygène, qui lui sera toujours en excès. Et comme la combustion est complète, elle doit donner du CO2 et de l'eau. Ce sont les deux produits de la réaction de combustion complète. Une combustion complète peut être assimilée à une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire que le combustible joue le rôle de réducteur, le O2 joue le rôle d'oxydant, qui va se réduire, et le combustible, comme c'est un réducteur, il va s'oxyder. Et on obtient donc les deux produits. Pour que la réaction de combustion ait lieu, donc elle nécessite ce qu'on appelle une énergie d'activation, qui va permettre de déclencher la combustion. Alors quand on a une combustion complète, généralement, il se peut que la combustion complète s'accompagne de combustion incomplète. Et si la combustion est incomplète, à ce moment-là, au lieu d'avoir du CO2 et de l'eau, on aura à ce moment-là du carbone et de l'eau. Ou alors du CO, c'est du monoxyde de carbone et de l'eau. Donc là, dans ce cas-là, la combustion sera incomplète. Donc voilà. Donc on va considérer qu'on a une combustion complète. Et donc on a par exemple ici un combustible, c'est du propane, C3H8, puisqu'il y a 3 carbones. Donc comment équilibrer une réaction de combustion? On commence toujours par équilibrer d'abord les carbones. On voit qu'on a 3 carbones ici, et on n'a qu'un carbone à gauche, donc on met bien un 3 devant CO2 pour avoir 3 carbones de chaque côté. Ensuite, on a 8 hydrogènes à gauche, et on a 2 hydrogènes à droite avec la H2O. Donc pour en avoir 8, on rajoute bien 4 H2O, ce qui nous fait 8 hydrogènes de chaque côté. Enfin, on compte les oxygènes. Donc les oxygènes, on a 3 fois 2, 6, plus les 4 oxygènes des 4 molécules d'eau, ça nous fait 10 atomes d'oxygène. Et à gauche, on en a 5. On en a 2. Donc pour arriver à 10, 5 fois 2, 10, ça nous permet d'avoir 10 oxygènes de chaque côté. Donc ça, c'est le cas où l'alcane a un nombre de carbone impair. Si on prend par exemple l'éthane, ça sera donc C2, puisque la formule générale c'est CnH2n plus 2, donc ça sera C2H6 plus O2, on a dit qu'il donnait CO2 plus H2O. Voilà, donc du coup, étant donné qu'on a 2 carbones, il faudra bien mettre un 2 devant CO2. Si on a 6 hydrogènes, il nous manquera donc 3 fois 2, 6 hydrogènes à droite. Et ce qui va donc nous donner 2 fois 2, 4 et 3, 7. 7 oxygènes, on en a 2. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre ici 7 demi. Voilà, pour équilibrer. Donc cette réaction marche bien si on a bien une mole de combustible, ici une mole d'éthane. Mais si on doit équilibrer avec nombre entier, on va donc de ce fait tout multiplier par 2, ce qui fait que du coup on va obtenir ici 2 C2H6, 7 demi fois 2, ça fera 7, 2 fois 2 ici ça fera 4, et 3 fois 2 ça fera 6H2O. Donc si on multiplie tout par 2, on simplifie la fraction demi, et on obtient que des coefficients entiers. Voilà. Donc on a dit que ça marchait aussi avec des alcools. Donc un alcool, ça peut être par exemple l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est C2H6O. Donc là, pareil, il va falloir équilibrer avec l'oxygène et obtenir CO2 et H2O comme on a fait tout à l'heure. Donc voilà. Donc bien savoir équilibrer ce type de réaction de combustion. La conversion de l'énergie. Donc en fait, une réaction de combustion, c'est une réaction généralement exothermique, c'est-à-dire qui va libérer de la chaleur au milieu extérieur. Donc on va considérer que cette
réaction exothermique libère de l'énergie Q, qui va être donc négative, puisque le système, le combustible en perd, donc Q sera négatif. Alors, cette quantité d'énergie transférée, on peut la calculer de deux manières. Alors, tout d'abord, à partir du pouvoir calorifique. Alors, c'est quoi le pouvoir calorifique d'un combustible? C'est l'énergie que ce combustible peut, enfin, c'est l'énergie plutôt qu'on peut récupérer lors de la combustion d'1 kg de combustible. Donc, comme c'est une énergie qu'on peut récupérer, on va considérer cette énergie comme positive. Et donc, cette quantité d'énergie, on a vu tout à l'heure qu'elle était négative. Donc, comme on s'intéresse à l'énergie libérée par 1 kg, il suffit de multiplier cette énergie, ce pouvoir calorifique, par la masse, en kg, et on obtiendra donc directement la quantité d'énergie transférée. Mais comme elle est négative, et comme la masse est positive, et comme PC est positif, on doit bien ici mettre un signe moins. Voilà, donc ça c'est des joules par kilogramme, on a souvent des kilojoules par kilogramme. Donc ça c'est la quantité d'énergie donc libérée, transférée à partir du pouvoir calorifique. Ensuite, deuxième point, on peut aussi calculer cette énergie transférée à partir de l'énergie molaire de combustion. Alors c'est quoi l'énergie molaire de combustion? Ça se mesure en joules par mol pour une mole. C'est donc l'énergie libérée lors de la combustion d'une mole de combustible. Alors comme c'est une énergie libérée, on a dit, cette énergie de combustion est négative. Et donc pour savoir l'énergie libérée par la totalité du combustible, il suffit de multiplier cette énergie molaire de combustion par le nombre de moles de combustible et on aura directement l'énergie transférée. Alors si par exemple on connaît l'énergie molaire de combustion et qu'on vous demandait de chercher le pouvoir calorifique, alors comment faire? Et bien en fait, l'énergie molaire de combustion, je marque ici, n'est pas tout à fait égale, mais il y a un lien entre le pouvoir calorifique et l'énergie molaire de combustion. Donc on a dit que l'énergie molaire de combustion se mesure en joules par mol. On sait que le pouvoir calorifique, lui, se mesure en joules par kilogramme. Alors comment faire pour passer des joules par mol aux joules par kilogramme? Eh bien, il va falloir utiliser la masse molaire qui, elle, se mesure généralement en grammes par mol, mais là, attention, on va utiliser à ce moment-là des kilogrammes par mol. Donc il va falloir forcément transformer la masse molaire des grammes par mol, généralement que vous connaissez, en kilogrammes par mol. Si par exemple vous avez 12 grammes par mol, ça représentera 0,012 kg par mol pour le carbone par exemple. Alors, comment faire pour passer donc de l'énergie molaire de combustion au pouvoir calorifique? Eh bien, il suffit de diviser cette énergie molaire de combustion par grand M. Puisque si on divise des joules par mol divisé par des kilogrammes par mol, on va bien avoir des joules par kilogramme. Donc voilà, donc en divisant l'énergie molaire de combustion par la masse molaire, on obtiendra directement le pouvoir calorifique. Donc attention, je répète, la masse molaire se mesure en kilogrammes par mol. Alors, cette énergie molaire de combustion, on peut vous la donner, mais on peut aussi vous demander de la calculer, de la retrouver. Alors, comment faire pour la retrouver? Il va falloir se servir de la réaction de combustion vue précédemment. Alors pour ça, on va s'intéresser aux réactifs de départ. Donc les réactifs de départ, c'est le combustible et le dioxygène, et les produits d'arrivée, c'est l'eau et le CO2. Alors ce qu'on va considérer, c'est que on va dire que lorsque les réactifs vont réagir l'un sur l'autre, les liaisons ici vont se casser. Alors il va y avoir des liaisons carbone-carbone, carbone-hydrogène, oxygène-oxygène, et lorsqu'on casse des liaisons, lorsqu'on rompt des liaisons, on libère de l'énergie.
Et là, à ce moment-là, on va considérer un état hypothétique où tous les atomes sont isolés. Et ça y est, ils ne sont plus liés entre eux, ils sont isolés. Et donc, ensuite, ces atomes-là vont se recombiner et vont reformer des nouvelles liaisons covalentes pour former les produits finaux. Et lorsqu'on forme des liaisons, on gagne de l'énergie. Voilà, on gagne de l'énergie, donc l'énergie diminue. Généralement, on gagne plus d'énergie qu'on en libère, ce qui fait que la différence va correspondre à l'énergie de combustion. Si je reprends l'exemple précédent, si je reprends l'exemple du propane par exemple, alors qu'est-ce qu'on doit faire dans un premier temps? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut réécrire les molécules en faisant intervenir les formules développées. Par exemple, le propane a 3 carbones, on le sait, et chaque carbone doit être lié à 4 liaisons, et on associe ça à des hydrogènes. C'est-à-dire qu'on retrouve bien la formule C3H8, ici grâce à toutes ces liaisons. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est compter toutes les liaisons. Toutes les liaisons CH, là j'en ai donc, il y a 8 hydrogènes, donc 8 liaisons CH, et donc 2 liaisons carbone-carbone. Ensuite, on le fait réagir avec de l'oxygène. Donc l'oxygène s'écrit sous la forme comme ceci. On avait vu en début d'année la formule de Lewis. Et on sait qu'on a 5 oxygènes. Donc on a donc 5 liaisons OO. Et donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc 3 CO2 et 4 H2O. Donc 3. Alors comment s'écrit CO2 en formule de Lewis? On sait que chaque carbone a 4 liaisons, il est lié à 2 oxygènes, donc il est lié par des doubles liaisons CO-CO. Donc bien réécrire ces formules-là. Et donc il y en a 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6 liaisons CO formées à l'arrivée. Plus, on a dit qu'on avait donc 4 H2O. Donc on a 4 liaisons, 4 molécules d'H2O. L'H2O s'écrit comme ceci, formule de Lewis. Donc une molécule d'H2O possède 2 liaisons OH. Si on en a 4, ça nous fera 8 liaisons OH. Donc ce qu'on doit faire, en fait, au final, maintenant, c'est qu'on doit compter toutes les liaisons que l'on a au départ qui vont se casser. C'est la somme des liaisons qui vont se casser dans les réactifs, moins la somme des liaisons qui vont se former dans les produits. Donc une fois qu'on a comptabilisé tout ça, et ben on va se référer à des tables. Ça, ce sera des tables qui seront toujours données. Et donc il suffira de remplacer l'énergie d'une liaison par sa valeur. Et en la multipliant par le nombre de liaisons. Et une fois qu'on a fait ça, on en déduit donc voilà, l'énergie molaire de combustion. Donc l'énergie molaire de combustion, c'est la somme des énergies des liaisons rompues. On fait donc toute la somme des énergies des liaisons qui ont été cassées, en les comptabilisant bien, moins la somme des énergies des liaisons formées, puisqu'on a dit que les liaisons rompues libéraient l'énergie, et donc la somme des énergies des liaisons formées, elle, on va en récupérer. Donc voilà, on va faire la différence entre les deux. Et donc la différence sera bien négative, puisqu'on a dit que l'énergie molaire d'une combustion est négative. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on doit savoir aussi, c'est quoi? C'est qu'à partir de cette réaction, on sait que on peut vous demander de calculer, par exemple, le nombre de moles de combustible. Alors, pour calculer le nombre de moles de combustible, deux possibilités, on connaît la formule, c'est petit m sur grand M. Mais si on parle de volume, donc il va falloir utiliser la masse volumique. Et si on a la masse volumique, la masse sera égale à la masse volumique multipliée par le volume. Donc c'est comme ça qu'on aura la masse du combustible et on divisera par la masse molaire du combustible. Donc ensuite, ce qu'on peut vous demander, c'est, je dirais, par exemple, la quantité de CO2. C'est-à-dire, connaissant le nombre de moles de combustible, on peut en déduire le nombre de moles de CO2. Alors comment faire? On sait ici que le nombre de moles, ici, son coefficient, c'est 1. Donc on aura un nombre de moles de combustible sur 1, qui sera donc égal au nombre de moles de CO2, ici en l'occurrence, sur 3. Ce qui fait que le nombre de moles de CO2, par exemple, sera égal à 3 fois
le nombre de moles de combustible. Et c'est comme ça qu'on en déduira le nombre de moles de de CO2. Et connaissant le nombre de moles de CO2, on pourra en déduire, par exemple, la masse de CO2 produite, puisque la masse, ça sera petit n de CO2 multiplié par grand M de CO2. Voilà. Donc ça nous permettrait de savoir, par exemple, combien de grammes de CO2 ont été libérés par la combustion de tel ou tel combustible. Voilà, donc bien savoir faire ce bilan molaire à partir de l'équation. Alors je rappelle que souvent les équations, il faut toujours, comme on a des énergies molaires de combustion, donc il faut toujours une mole de combustible. Donc bien vérifier ici qu'on a le chiffre 1. Et si on n'a pas 1, il faut se ramener toujours à 1. Donc par exemple, des fois il faudra peut-être diviser par 2 le dioxygène. Mais voilà, donc toujours bien vérifier ceci. Les enjeux des réactions de combustion, on l'a dit, les utilisations, donc ça sert par exemple pour le domaine des transports, dans les moteurs combustibles justement, ou dans l'habitat pour le chauffage. On a parlé des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2 qui est libéré et qui provoque le réchauffement climatique. Donc ça peut être des calculs à faire, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du nombre de moles de combustible et d'en déduire le nombre de moles de CO2 et donc la masse de CO2 formée. Alors les alternatives à cette forte augmentation de CO2, c'est justement d'utiliser des carburants issus de matières organiques renouvelables, par exemple des agrocarburants tels que l'éthanol, ou alors d'utiliser des algues qui peuvent elles aussi capturer le CO2 et faire de l'inverse de la photosynthèse, et élaborer des systèmes moins énergivores et plus efficaces. Donc voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur cette première partie du programme de révision. Deuxième partie. Donc deuxième partie, la statique des fluides. Alors cette fois-ci, pour décrire un fluide, on a besoin... alors un fluide, c'est deux choses. Ça peut être soit un liquide, soit un gaz. Il y en a un des deux qui est compressible, c'est le gaz. Un autre qui est incompressible, c'est le liquide. On considère un fluide en première au repos. Ça veut dire que le fluide n'a pas d'écoulement, le liquide ne s'écoule pas. Voilà. Donc là, on reste au repos. Donc ça, c'est notre programme de première. Mais par contre, n'a pas de mouvement d'ensemble. Donc voilà, il reste au repos à l'échelle macroscopique. Mais on va voir que ce fluide, à l'échelle microscopique, lui, ne sera pas immobile. Il va y avoir un mouvement incessant et désordonné, un mouvement complètement aléatoire des entités qui constituent le fluide. Alors donc on va faire le rapprochement entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Alors pour décrire de manière macroscopique un fluide, on va utiliser trois grandeurs. La température, qui se mesure en degrés Celsius, mais la température légale c'est le Kelvin, et on sait que la température en Kelvin, c'est la température, on l'écrit θ, en degrés Celsius généralement, auquel on rajoute 273,15 pour avoir la température en Kelvin. Donc ça, c'est le passage des Kelvin au Celsius. Alors cette température, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit l'agitation des entités au sein du fluide. Plus la température est élevée, plus l'agitation des molécules ou des entités va être importante. Deuxième grandeur, la pression. Donc la pression d'un fluide, l'unité légale, c'est PA. PA, c'est le pascal. Donc on sait que la pression se mesure en pascal, c'est l'unité légale. On utilise souvent l'hectopascal. Donc l'hectopascal, je rappelle que c'est égal à 100 pascal, 10 puissance 2 pascal. Si j'avais des kilopascals, ça serait 1000 pascal. On utilise aussi le bar. On sait que 1 bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Voilà. Donc ce qui veut dire que il y a aussi une atmosphère aussi qui est à peu près aussi égale à 10 puissance 5 pascal. Donc voilà toutes les unités liées à la pression. Donc bien transformer les hectopascals ou les bars en pascal, puisque c'est l'unité légale. Alors à quoi peut se traduire cette pression? Cette pression en fait va correspondre à la fréquence des chocs des entités sur la paroi.
Donc plus le nombre de chocs sera important, plus la pression sera importante. Et enfin, la masse volumique. Donc la masse volumique, en physique, on va garder les unités légales. On sait que c'est le rapport de la masse divisé par le volume. Donc ce sont des kilogrammes par mètre cube. Donc attention, hein, le volume ne sera plus en litres, sera bien en mètre cube, puisque c'est l'unité légale, et la masse en kilogrammes. Alors qu'est-ce que ça signifie, la masse volumique? La masse volumique, ça signifie en fait la proximité, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a d'entités par mètre cube, si vous voulez. Donc on va s'apercevoir que les liquides, on va avoir une masse volumique beaucoup plus importante que celle des gaz, puisque les liquides seront des entités qui vont se toucher, qui vont se coller les unes aux autres et qui vont glisser les unes par rapport aux autres, alors que les gaz, on va avoir des entités qui au départ ne se touchent pas, qui vont bouger dans tout l'espace, donc ce qui fait que pour un même volume, on aura moins d'entités pour le gaz que pour le liquide. Donc voilà comment traduire un fluide au repos. Alors maintenant, première grandeur qu'on va essayer d'établir, c'est ce qu'on appelle la force pressante. Donc on a dit que la force pressante, c'est lié à la pression, et donc c'est lié au choc des molécules sur une paroi. Donc, alors comment ça va se modéliser? Alors cette force pressante, elle est liée à la pression. Donc la pression, elle se mesure avec un appareil, un pressiomètre ou un manomètre. Alors comment modéliser cette force? Alors cette force, elle va dépendre du fluide, elle est initiée grâce au fluide au repos, et cette force F, on le sait qu'elle a quatre caractéristiques. Sa direction, alors la direction, ça sera quoi? Ça sera perpendiculaire à la paroi. Donc vous voyez, si on a un fluide ici, et si on a par exemple de l'air, la pression du fluide sur la paroi, donc on sait que cette force, elle est perpendiculaire à la paroi. Maintenant, le sens, est-ce qu'elle va vers le fluide ou est-ce qu'elle va à l'extérieur? Et bien en fait, le sens, c'est toujours du fluide vers l'extérieur, du fluide vers la paroi, puisque c'est le fluide qui pousse, il pousse sur la paroi. Donc le sens de la force, ce sera donc du fluide vers la paroi. Ensuite, le point d'application, le point d'application de cette force, c'est le centre de gravité de la paroi, donc le milieu. Et enfin, la quatrième caractéristique, c'est la valeur. Alors la valeur de cette force, c'est égal au produit de la pression multipliée par la surface. Ou alors, donc on peut dire que la pression c'est en pascal, la surface c'est en mètres carrés, et donc cette surface de la paroi, c'est la surface qui est en contact avec le fluide. Donc si par exemple vous avez une surface, je sais pas moi, en forme de disque, donc bien connaître la surface d'un disque. Je rappelle que la surface d'un disque, c'est la surface S égale par exemple pi fois le rayon au carré. Si vous avez je sais pas moi, un parallélépipède, un rectangle, ça sera la longueur multipliée par la largeur. Donc bien connaître vos formules de surface. Et donc si la force est égale à P fois S, ça veut donc dire que la pression sera égale au rapport F divisé par S, qui veut donc dire que F c'est en newton, S est en mètres carrés, ce qui fait donc que les pascals correspondent à des newtons par mètre carré. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur la force pressante. Donc une force pressante, on peut avoir deux choses. Par exemple ici on a un fluide au repos qui exerce sur une paroi, mais on peut très bien avoir ici un autre fluide qui va exercer une autre force de l'autre côté. Donc en fait on peut avoir deux forces de chaque côté de la paroi. Voilà. Et après on peut vous demander par exemple de faire la somme des forces, la résultante, des choses comme ça par exemple. Voilà pour la force pressante. Alors deuxième point, la pression dans un fluide incompressible. Donc je répète, un fluide incompressible au repos, c'est un liquide. On ne peut pas le comprimer et il ne bouge pas, il est au repos. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides. Alors qu'est-ce qu'elle permet, cette loi? Elle permet de relier déjà une différence de pression, qu'on peut appeler PA et PB, entre deux positions dans un fluide incompressible et la différence des coordonnées verticales, généralement qu'on appelle ZA et ZB. Et à partir de là, on peut en déduire la pression en une certaine position. Donc voilà à quoi sert la loi fondamentale de la statique des fluides. Alors elle montre aussi
que la relation entre la différence de pression et la différence des coordonnées verticales dépend de la nature du fluide. Ça veut dire qu'en fait, selon le fluide considéré, qui n'aura pas la même masse volumique, la différence de pression ne sera pas la même. Donc en fait, elle va dépendre, donc cette loi fondamentale, donc de la différence de profondeur, on a dit, mais aussi de la nature du fluide. Voilà, donc ça, c'est ça qui va nous permettre de définir cette loi. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Elle dit que la pression PB, la plus importante, puisqu'on est plus profond, moins la pression PA, c'est égal, cette différence de pression, à ρ fois G, puisque ρ c'est la masse volumique du fluide, on a dit que ça dépendait du fluide, hein, donc la masse volumique du fluide, fois G, G c'est 9,81 newton par kilogramme, parce qu'on est sur la Terre, multiplié par ZA moins ZB. Donc l'axe Z est orienté vers le haut, ZA est plus grand que ZB, donc ZA moins ZB, et comme PB est plus grand que PA, on peut l'écrire sous cette forme-là. Ou sinon, on peut dire que PA moins PB, si vous voulez, ça sera à ce moment-là égal à moins ρ G fois ZA moins ZB. Donc on peut l'écrire sous les deux formes, donc on est bien connaître cette formule. Donc ça veut dire que si vous connaissez par exemple PA, vous connaissez ZA, ZB, ici, vous pouvez en déduire PB, puisqu'il suffit de faire passer le moins PA de l'autre côté, et à ce moment-là, on aura, je l'écris ici par exemple, PB, qui sera donc égal à PA plus ρ fois G fois ZA moins ZB. Et ensuite, il suffit de remplacer tout ça par leur valeur pour en déduire la pression, par exemple ici au point B. Donc voilà comment faire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si le point A avait été ici, à ce moment-là, on connaît la pression, puisqu'on est à la surface de l'eau. Donc la pression au point A, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Et généralement, la pression atmosphérique, on la connaît tous, hein, c'est 1013 hectopascal. Alors je vous avais dit que la pression atmosphérique, il faut toujours la mettre en pascal, hein, c'est l'unité légale. On a des hectos, donc ça nous fait 1013, on rajoute 2 zéros pour passer au pascal. Et si vous regardez, ça fait à peu près 100 300 pascal, et 100 300 pascal, c'est pratiquement 10 puissance 5 pascal. Voilà à quoi est égale la pression atmosphérique au point A. Ce qui veut donc dire aussi que, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette formule? Tous les points qui sont situés à la surface de l'eau, vu que la surface de l'eau est horizontale, sont tous soumis à la pression atmosphérique. Ce qui veut donc dire que si ZA égale à ZB, si j'ai un autre point ici, à ce moment-là, ZA moins ZB égale à 0, tout ça égale à 0, donc PB moins PA égale à 0, donc PB égale PA. Donc les deux pressions sont identiques. On a ce qu'on appelle ici des surfaces isobares. C'est-à-dire que tous les points situés sur une même horizontale sont à la même pression. Donc voilà ce qu'on peut en déduire de cette formule. Alors, dernier point, la loi de Mariotte. La loi de Mariotte, alors si on doit l'énoncer, qu'est-ce qu'on doit dire? On va dire que pour une température donnée, c'est-à-dire qu'on considère que la température reste toujours la même, et pour une quantité de matière constante, c'est-à-dire que si vous prenez une seringue, votre volume de votre seringue, si vous faites votre expérience, ne doit pas être modifié. N1 égale N2. Alors à ce moment-là, on peut dire que le produit P fois V égale constante. Voilà ce que dit la loi de Mariotte. Donc il faut bien l'énoncer en disant qu'on reste à une température constante et une quantité de matière constante. Ce qui veut dire que lorsqu'on va modifier un volume, si on passe d'un volume V1 à un volume V2 par exemple, ce qui est le cas ici, on va voir que le produit P1 fois V1, donc l'état initial, sera égal à P2 fois V2 puisque le produit est constant. Donc voilà ce qu'on peut en déduire. Ça veut donc dire que si le volume augmente, on voit que les molécules sont plus espacées ici, donc la pression va diminuer. Voilà. Si V1 est plus petit que V2, alors P1 sera plus grand que P2. Voilà ce qu'on peut en déduire. Et donc, ça c'est le cas où on part d'un état initial vers un état final. Alors je prends un exemple. Si je suppose que la température est constante, j'ai un ballon de baudruche de 4 litres au départ, soumis à une pression de 1000 hectopascales. Il possède à 5 km d'altitude, donc il va monter en altitude, et donc sa nouvelle pression, on peut rappeler P2, serait de 500 hectopascales.
Alors, est-ce que son volume sera de 4 litres, de 8 litres ou de 2 litres? Ben, si on applique la formule de tout à l'heure, notre état initial, c'est notre ballon de baudruche qui a un volume de 4 litres. V1 égale 4 litres. P1, 1000 hectopascales. Donc on a donc P1 fois V1, on a donc nos 4 fois 1000 hectopascales de ce côté-là, qui sera égal à P2 fois V2. P2 c'est 500 hectopascales et V2, ben V2 c'est ce qu'on cherche. Donc il va falloir transformer notre formule. Donc on applique ceci donc au sol et à 5 km du sol, et on en déduit donc V2. Donc V2 c'est P1 fois V1 divisé par P2 et on obtient ici 8 litres. Alors comme on a dit que PV égale constante, ça c'est si on ne connaît pas la valeur de la constante, on peut choisir deux états. Mais si par exemple, comme on l'a fait en TP, on mesure une pression ou un volume, on peut vous demander par exemple de tracer un graphique. Alors le graphique ça pourrait être, vu que PV égale constante, c'est de montrer que P par exemple est égal à constante multiplié par 1 sur V, ça revient au même. Donc ça veut dire que si on doit avoir ça, on doit avoir un graphique qui doit être linéaire. On a d'un côté la pression et de l'autre côté 1 sur V. Donc je rappelle que la pression se mesure toujours en pascal, donc si on a des hectopascales, bien mettre en pascal. Et ici on a 1 sur V. Alors V, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit qu'il fallait que le volume soit toujours exprimé en mètres cubes. Donc il va falloir faire 1 divisé par le volume en mètres cubes et on doit avoir une droite. Une droite qui passe par 0. Donc on a une fonction linéaire et donc ça veut bien dire qu'on a une équation du style P égale, on peut l'appeler par exemple A, le coefficient directeur, A fois 1 sur V. Et donc si on a P égale A fois 1 sur V, le A, ça représente bien la fameuse constante. Alors pour déterminer A, je rappelle, il suffit de prendre un point de la courbe et donc diviser son ordonnée divisé par son abscisse pour déterminer la valeur de A. Donc la valeur de A, ce sera donc des pascals multiplié par des mètres cubes du final. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on pourra déterminer cette fameuse constante. Voilà à peu près ce qu'il y a à savoir pour le prochain contrôle.